Le 14 juin 1991, à 20h30 précise, Éric Delmas referme la porte de son appartement au 12 rue Gambetta à Nîmes. Sa femme Sandrine vérifie une dernière fois son sac. Ils ont rendez-vous chez les Merciers, 3 km plus au nord, pour un dîner entre amis. Le trajet ne devrait prendre que 8 minutes. Ils ne l'achèveront jamais. À 22h15, les Merciers appellent une première fois, puis une deuxième. Pas de réponse. À 23h, ils contactent la police. La voiture des Delmas, une Renault 21 grise immatriculée carton UC27 XT30, ne sera jamais retrouvée. Les premières heures de l'enquête ressemblent à une routine. Vérification de l'itinéraire, appel aux hôpitaux, au commissariat voisin. Rien. Aucun accident signalé sur les axes principaux, aucun appel suspect, aucune trace de freinage, aucun témoin au bord de la route. Juste un silence opaque, brutal, incompréhensible. Les collègues d'Éric, employés à la mairie, confirment qu'il était ponctuel, discret, sans ennemi connu. Sandrine, enseignante en primaire, n'avait jamais mentionné de menaces ni de conflits. Un couple ordinaire, englouti par une ville qui n'avait rien vu. 48 heures après la disparition, l'enquête prend une ampleur médiatique. Les journaux locaux titrent sur le couple fantôme de Nîmes. La pression monte. Les policiers multiplient les contrôles, les barrages, les appels à témoins. Des dizaines de signalements affluent, tous infructueux. On vérifie les relevés bancaires, les habitudes, les trajets quotidiens. Aucune anomalie, aucune déviation, aucun signe avant-coureur, comme si Éric et Sandrine Delmas n'avaient jamais existé. Mais quelque part, entre 20h30 et 22h15, quelque chose s'est produit, et ce quelque chose ne figure dans aucun rapport. Nîmes, début des années 90. La ville traverse une période de tension politique autour de projets d'aménagement urbain. Des décisions municipales contestées, des budgets détournés selon certaines rumeurs, des voix qui s'élèvent, puis se taisent brusquement. Éric Delmas, en tant qu'employé de la mairie au service des archives administratives, travaille dans l'ombre des dossiers sensibles. Il ne prend jamais la parole en public, ne figure sur aucune liste militante, ne signe aucune pétition. Mais il a accès à des documents que peu de gens consultent, des plans, des contrats, des correspondances internes. À cette époque, personne ne fait le lien entre son poste discret et sa disparition. Pourtant, ce lien existe. L'enquête initiale se concentre sur les hypothèses classiques. Fugue volontaire, enlèvement, accident non déclaré, crime passionnel. Toutes s'effondrent rapidement. Les parents d'Éric et de Sandrine insistent sur la stabilité du couple. Pas de dette, pas de secret, pas de double vie. Les amis Mercier, chez qui ils devaient se rendre, sont auditionnés à plusieurs reprises. Leur alibi est solide. La gendarmerie nationale est appelée en renfort. Des plongeurs inspectent les canaux. Des chiens renifleurs fouillent les garrigues environnantes. Rien. Aucune trace humaine, aucun indice matériel. Le dossier s'épuise. En 1993, après 2 ans de recherche, le procureur de la République classe l'affaire sans suite. Le couple Delmas rejoint la liste des disparus non élucidés du département du Gard. Les années passent. Nîmes oublie. Les parents vieillissent, les amis se dispersent, les collègues changent de poste. Le dossier dort dans les archives de la préfecture, inaccessible au public, consultable uniquement sur demande judiciaire. Officiellement, l'affaire est close. Officieusement, elle reste ouverte dans l'esprit de quelques enquêteurs à la retraite qui n'ont jamais accepté l'absence de réponse. En 2008, l'un d'eux, Jean-Pierre Maillot, ancien commandant de gendarmerie, tente de relancer les recherches. Il se heurte à un mur administratif. Aucun budget alloué, aucun nouvel élément. Sa demande est refusée. Mais Maillot n'abandonne pas. Il commence à fouiller dans les archives municipales, convaincu qu'un détail lui a échappé. C'est dans ce contexte qu'un autre homme, bien malgré lui, va faire une découverte inattendue. Antoine Rouvier, archiviste municipal embauché en 2007, ne connaît rien à l'affaire Delmas. Son travail consiste à numériser des milliers de documents administratifs datant des années 80 et 90. Un travail fastidieux, répétitif, sans gloire. En mars 2009, il tombe sur une boîte mal étiquetée au fond d'une réserve poussiéreuse. À l'intérieur, des dossiers mélangés, des notes griffonnées, des courriers interdépartementaux jamais enregistrés dans le système central. Rouvier les parcourt distraitement, puis son regard s'arrête sur un nom, encerclé au stylo rouge, biffé plusieurs fois, puis réécrit en marge.
Delmas. Il hésite. Il vérifie la date des documents. Tous sont datés entre 1989 et 1991. Et tous, d'une manière ou d'une autre, font référence à un projet immobilier controversé, à des pressions hiérarchiques et à des instructions pour ne pas diffuser certaines informations. Rouvier prend une décision. Il photocopie l'ensemble et contacte la gendarmerie. Ce qu'il vient de découvrir pourrait bien rouvrir l'affaire la plus inexplicable de Nîmes. Si cette histoire vous intrigue, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like pour soutenir ce travail de reconstitution. N'hésitez pas à commenter en indiquant depuis quelle ville et à quelle heure vous nous écoutez. Ces témoignages nous rappellent que derrière chaque dossier, il y a des vies, des familles, des questions qui ne trouvent jamais de réponse. Maintenant, revenons à l'histoire. Le commandant Maillot reçoit l'appel d'Antoine Rouvier, un mardi matin de mars 2009. Il écoute sans l'interrompre. Puis il demande à voir les documents. Rendez-vous est pris le jour même dans un café discret du centre-ville. Rouvier arrive avec une chemise cartonnée contenant 23 pages photocopiées. Maillot les parcourt lentement, en silence. Son visage ne trahit aucune émotion, mais ses mains tremblent légèrement. Il connaît ses noms. Il reconnaît ses signatures. Ce dossier, il l'a cherché pendant des années. Et maintenant, il est là, devant lui, posé sur une table de café. Il relève la tête et fixe Rouvier. « Vous savez ce que vous venez de trouver ?» Rouvier secoue la tête. Maillot répond. La preuve qu'il savait. Les documents révèlent l'existence d'un projet immobilier lancé en 1989 par la municipalité de Nîmes. Un ensemble de logements sociaux devait être construit sur un terrain situé à la périphérie nord de la ville. Le projet, baptisé « Résidence des Oliviers », bénéficiait de subventions régionales importantes. Mais dès le début, des irrégularités apparaissent dans les appels d'offres. Une entreprise locale remporte le marché dans des conditions douteuses. Des voix s'élèvent au sein de la mairie. Des notes internes circulent, signalant des anomalies dans les documents comptables. Parmi les employés qui consultent ces dossiers figure Éric Delmas. Son nom apparaît sur plusieurs bordereaux de transmission. Il a eu accès aux contrats, aux factures, aux correspondances entre élus et promoteurs. Et selon une note manuscrite datée du 10 mai 1991, il aurait signalé des incohérences à son supérieur hiérarchique. Ce supérieur, Pierre Vigneault, chef du service des archives, répond par une note de service laconique. Il demande à Éric Delmas de ne plus consulter ses dossiers et de se concentrer sur d'autres tâches. La note est rédigée sur un ton froid, administratif, mais la menace sous-jacente est claire. Éric obéit. Il cesse de poser des questions. Mais quelque chose le préoccupe. Selon un témoignage recueilli en 2009 auprès d'un ancien collègue, Éric aurait confié à ce dernier, quelques jours avant sa disparition, qu'il avait trouvé quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait faire tomber certaines personnes. Le collègue ne se souvient pas des détails exacts, mais il se rappelle du regard inquiet d'Éric, un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le 14 juin 1991, jour de la disparition, Éric Delmas termine sa journée de travail à 17h30 comme d'habitude. Il salue ses collègues, range son bureau, éteint son ordinateur. Rien dans son comportement ne laisse présager quoi que ce soit. Il rentre chez lui, retrouve Sandrine, se prépare pour le dîner chez les Mercier. Mais entre 17h30 et 20h30, personne ne sait précisément ce qu'il fait. Les enquêteurs de 1991 n'ont jamais creusé cette période de 3 heures. Ils partèrent du principe qu'Éric était simplement rentré chez lui. Pourtant, un détail troublant apparaît dans le dossier retrouvé par Rouvier. Une note datée du 13 juin, rédigée par Pierre Vigneault, mentionne une réunion prévue le 14 juin à 18h avec Éric Delmas. Objet de la réunion. Régularisation des consultations de dossiers sensibles. Cette réunion a-t-elle eu lieu? Maillot retourne voir les anciens collègues d'Éric. La plupart ne se souviennent de rien. Mais une secrétaire, Monique Ferreira, aujourd'hui à la retraite, confirme avoir vu Éric sortir du bâtiment vers 17h45, puis y revenir une quinzaine de minutes plus tard. Il avait l'air pressé. Il est monté directement au 2e étage où se trouvait le bureau de Vigneault. Monique ne l'a pas revu sortir. Elle est partie à 18h30. Elle ne peut pas dire combien de temps Éric est resté. Mais elle se souvient d'un détail. En quittant les lieux, elle a croisé Vigneault dans le couloir. Il avait une enveloppe Kraft à la main. Il ne l'a pas saluée. Il est passé sans la regarder. Ce genre de détail, à l'époque,
ne semblait pas significatif. Aujourd'hui, il prend une toute autre dimension. Pierre Vigneault est décédé en 2004 d'un cancer. Impossible de l'interroger. Mais Maillot retrouve sa veuve, Françoise Vigneault, qui vit toujours à Nîmes. Elle accepte de le recevoir. Maillot lui pose des questions sur le comportement de son mari en 1991. Françoise hésite, puis elle lâche quelque chose qui glace Maillot. Pierre était très stressé à cette époque, il ne dormait plus. Il recevait des coups de fil tard le soir, des voix qu'elle ne reconnaissait pas. Il ne lui disait rien, mais elle sentait qu'il était sous pression. Un soir, quelques jours après la disparition du couple Delmas, il a brûlé des documents dans le jardin. Elle lui a demandé pourquoi. Il a répondu que c'était de vieux papiers sans importance, mais elle a vu son visage. Ce n'était pas de vieux papiers, c'était quelque chose qui le terrorisait. Maillot repart avec cette information. Il sait maintenant que Vigneault était impliqué. Mais impliqué dans quoi exactement? Le dossier retrouvé par Rouvier ne contient aucune preuve directe d'un crime. Juste des traces, des silences, des procédures interrompues. Maillot contacte le procureur de la République. Il demande la réouverture officielle de l'affaire. Le procureur hésite. Trop d'années ont passé. Trop de témoins sont morts ou injoignables. Trop de zones d'ombre subsistent. Mais Maillot insiste. Il y a quelque chose là-dedans. Quelque chose qui relie la disparition des Delmas à un scandale que Nîmes a voulu enterrer. Le procureur finit par accepter. En mai 2009, 18 ans après les faits, l'enquête est officiellement relancée. La presse locale s'empare de l'affaire. Les titres reviennent. Le couple fantôme de Nîmes. 18 ans de silence. Un dossier oublié qui refait surface. Les familles Delmas sont contactées. Les parents d'Éric, âgés, brisés par les années d'attente, acceptent de témoigner à nouveau. Ils répètent ce qu'ils ont toujours dit. Éric était quelqu'un de bien. Il ne se mêlait pas de politique. Il faisait son travail. Mais la mère de Sandrine ajoute quelque chose de nouveau. Quelques jours avant la disparition, Sandrine lui avait téléphoné. Elle semblait préoccupée. Elle avait dit que Éric était inquiet, qu'il avait des ennuis au travail, mais qu'il refusait d'en parler. La mère n'y avait pas prêté attention à l'époque. Maintenant, elle se demande si elle aurait dû insister, si elle aurait pu empêcher quelque chose. Maillot reconstitue les dernières heures du couple avec une précision obsessionnelle. 20h30, départ de l'appartement. Trajet prévu. Rue Gambetta, avenue Jean Jaurès, puis boulevard Gambetta jusqu'à la rue des Oliviers où habitent les Merciers. 3 km, 8 minutes de trajet. Mais entre 20h30 et 22h15, rien. Aucun témoin, aucune caméra de surveillance, aucune trace. Maillot repasse sur l'itinéraire. Il interroge les riverains, même ceux qui ne vivaient pas là en 1991. Il cherche des garages, des entrepôts, des terrains vagues qui auraient pu servir de cachette. Il ne trouve rien. Mais il sait maintenant que la clé ne se trouve pas sur la route. La clé se trouve dans ce qu'Éric Delmas a découvert quelques semaines avant de disparaître. Et cette clé, quelqu'un a tout fait pour qu'elle ne soit jamais retrouvée. En juin 2009, Maillot obtient l'autorisation de consulter les archives complètes du projet Résidence des Oliviers. Il passe des semaines entières à éplucher les contrats, les factures, les échanges de courriers. Il découvre une série d'anomalies flagrantes, des surfacturations, des paiements à des entreprises fantômes, des notes de frais injustifiées. Le montant total des irrégularités dépasse les 2 millions de francs de l'époque. Mais ce qui frappe Maillot, c'est le silence qui entoure ces anomalies. Aucune enquête interne n'a été lancée, aucun audit n'a été demandé. Comme si quelqu'un, en haut de la hiérarchie, avait décidé de fermer les yeux. Maillot remonte la chaîne de commandement. Il identifie 3 noms. Pierre Vigneault, chef du service des archives. Alain Rochefort, directeur adjoint des services administratifs, et Georges Marvaux, adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Alain Rochefort vit toujours à Nîmes. Maillot le convoque pour un entretien informel. Rochefort accepte. Il se présente avec un avocat. L'entretien dure 2 heures. Rochefort nie toute implication. Il affirme n'avoir jamais eu connaissance des irrégularités signalées par Éric Delmas. Il dit ne se souvenir de rien concernant la disparition du couple. Il reconnaît seulement avoir été contacté, à l'époque, par la police, qui lui avait posé des questions de routine sur Éric. Il avait répondu qu'Éric était un employé modèle, discret, sans histoire, rien de plus. Maillot insiste. Il lui montre les documents retrouvés par Rouvier.
Rochefort pâlit. Il regarde son avocat. Puis il dit quelque chose qui trouble Maillot. « Je ne savais pas que ces documents existaient encore. On m'avait dit qu'ils avaient été détruits. » Maillot bondit. « Qui vous a dit ça ?» Rochefort hésite. Puis il lâche un nom. Georges Marvaux. Maillot note soigneusement. Georges Marvaux, aujourd'hui âgé de 78 ans, vit dans une maison cossue au nord de Nîmes. Il a quitté la politique en 1995 après une défaite électorale. Depuis, il mène une vie discrète. Maillot demande à le rencontrer. Marvaux refuse. Il fait savoir par son avocat qu'il n'a rien à déclarer et qu'il ne souhaite pas être mêlé à cette affaire. Maillot insiste. Il envoie une convocation officielle. Marvaux finit par accepter, mais uniquement par écrit. Il rédige une déclaration de 3 pages. Il y affirme n'avoir jamais eu de contact direct avec Éric Delmas. Il reconnaît avoir supervisé le projet Résidence des Oliviers, mais nie toute irrégularité. Il suggère que les documents retrouvés sont des faux ou des montages. Il termine en menaçant de poursuivre en diffamation toute personne qui porterait atteinte à sa réputation. Maillot ne se laisse pas intimider. Il contacte d'autres anciens élus de l'époque. La plupart refusent de parler, mais l'un d'eux, Jean-Claude Ferrier, ancien conseiller municipal de l'opposition, accepte de témoigner. Ferrier se souvient très bien du projet Résidence des Oliviers. Il avait posé des questions en conseil municipal. Il avait demandé des explications sur les coûts, sur les entreprises retenues, sur les délais. Ces questions étaient restées sans réponse. Puis en 1991, il avait reçu une visite inattendue. 2 hommes qu'il n'avait jamais vus. Ils s'étaient présentés comme des conseillers juridiques de la municipalité. Ils lui avaient demandé de cesser de poser des questions sur le projet. Ils avaient été très polis mais très clairs. Si vous continuez, vous aurez des problèmes. Ferrier avait peur. Il avait cessé de poser des questions. Quelques mois plus tard, il avait appris la disparition du couple Delmas. Il avait fait le lien, mais il n'avait rien dit, par peur. Aujourd'hui, il regrette, il veut témoigner. Le témoignage de Ferrier change la donne. Maillot comprend maintenant qu'il ne s'agit pas seulement d'un scandale administratif. Il s'agit d'un système organisé pour faire taire ceux qui posèrent des questions. Éric Delmas en faisait partie. Il avait vu les documents. Il avait compris. Et quelqu'un avait décidé qu'il ne devait plus parler. Mais qui? Et surtout, comment? Maillot reprend les éléments de l'enquête initiale. La Renault 21 des Delmas n'a jamais été retrouvée. Aucune trace de la voiture dans les bases de données nationales. Aucune revente, aucune casse déclarée. Comme si elle s'était volatilisée. Maillot émet une hypothèse. Si la voiture a été détruite, elle l'a été de manière professionnelle, par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, des gens qui avaient les moyens et les contacts. Maillot interroge d'anciens garagistes, des ferrailleurs, des démolisseurs de la région. La plupart ne se souviennent de rien. Mais l'un d'eux, Raymond Pujol, aujourd'hui retraité, accepte de parler. En 1991, il gérait une casse automobile à la périphérie de Nîmes. Un soir de juin, 2 hommes lui avaient amené une voiture, une Renault 21 grise. Il voulait qu'elle soit compactée immédiatement. Pas de paperasse, pas de déclaration. Pujol avait hésité. Puis ils avaient sorti une enveloppe remplie de billets. 10 000 francs. Pujol avait accepté. Il avait compacté la voiture le soir même. Il ne se souvenait plus de l'immatriculation. Mais il se souvenait du modèle et de la couleur, gris métallisé, comme celle des Delmas. Maillot sent son cœur s'emballer. Vous vous souvenez de la date? Pujol réfléchit. Mi-juin, je crois. Peut-être le 15 ou le 16. Maillot vérifie. Le 15 juin 1991, lendemain de la disparition. Cette piste est la plus solide depuis le début de l'enquête. Maillot demande à Pujol s'il peut identifier les 2 hommes. Pujol secoue la tête. Ça fait 18 ans. Je ne me souviens plus de leur visage. Mais je me souviens d'un détail. L'un d'eux portait une chevalière. Une grosse chevalière en or avec des initiales gravées. Maillot sort son carnet. Vous vous souvenez des initiales? Pujol ferme les yeux. Maillot sent un frisson le parcourir. Georges Marvaux. Il montre une photo de Marvaux datant des années 90. Pujol hésite, puis il acquiesce. Ça pourrait être lui. Mais je ne peux pas en être sûr. Maillot sait que ce n'est pas suffisant pour une inculpation, mais c'est suffisant pour continuer à creuser. Il contacte le procureur. Il demande une commission rogatoire pour interroger Marvaux sous serment. Le procureur accepte.
Georges Marveau est convoqué au tribunal de Nîmes en juillet 2009. Il se présente accompagné de 2 avocats. L'interrogatoire dure 4 heures. Marveau nie catégoriquement avoir été impliqué dans la disparition du couple Delmas. Il affirme n'avoir jamais mis les pieds dans une casse automobile. Il reconnaît posséder une chevalière en or, mais précise que des centaines de personnes en portaient à l'époque. Il répète que les documents retrouvés par Rouvier sont des faux. Il suggère que toute cette affaire est une cabale politique, orchestrée par ses anciens adversaires. Ses avocats exigent des preuves matérielles. Maillot n'en a pas. Il a des témoignages, des indices, des coïncidences, mais aucune preuve formelle. Marveau repart libre. Mais Maillot ne lâche rien. Il sait qu'il est sur la bonne piste. Il sait que Marveau ment. Pendant ce temps, les médias amplifièrent l'affaire. Des journalistes enquêtent de leur côté. L'un d'eux, Julien Ferrand du quotidien Le Midi Libre, découvre un élément troublant. En 1992, 1 an après la disparition des Delmas, un autre employé municipal, Thierry Blanchard, avait été retrouvé mort dans sa voiture au fond d'un ravin. Accident, avait conclu la gendarmerie. Mais Blanchard travaillait au même service qu'Éric Delmas. Il avait accès au même dossier. Et selon un collègue interrogé par Ferrand, Blanchard avait confié quelques jours avant sa mort qu'il avait peur, qu'il savait des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Cet accident n'avait jamais été lié à la disparition des Delmas. Mais maintenant, le lien semble évident. Ferrand publie son article. Le titre fait la une. Nîmes, 2 morts suspectes. Un scandale étouffé. L'article provoque un séisme. Des anciens élus sortent du silence. Des témoins anonymes contactent la rédaction. L'affaire prend une dimension nationale. Maillot reçoit un coup de téléphone anonyme. Une voix d'homme. Pas de nom, pas de présentation, juste une phrase. Cherchez du côté de la carrière de Marguerite. Puis il raccroche. Maillot note. La carrière de Marguerite, située à une quinzaine de kilomètres de Nîmes, est abandonnée depuis les années 80. Un lieu isolé, parfait pour se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un. Maillot organise une opération de fouille. Des chiens, des sondes, du matériel de détection. L'opération dure 3 jours. Le 3e jour, les chiens marquent un point précis au fond de la carrière, sous 3 mètres de gravats. Les techniciens creusent. Ils découvrent des restes de tissu, puis des ossements humains. 2 corps. Un homme, une femme. Les analyses ADN prendront plusieurs semaines, mais Maillot le sait déjà. Ce sont eux, Éric et Sandrine Delmas. 18 ans après leur disparition, ils viennent d'être retrouvés. L'annonce de la découverte des corps provoque un choc à Nîmes. Les familles Delmas sont informées en priorité. Les parents d'Éric s'effondrent. Ceux de Sandrine pleurent en silence. Ils avaient toujours su que leurs enfants ne reviendraient pas. Mais l'espoir, aussi infime soit-il, les avait maintenus en vie. Maintenant, cet espoir s'éteint. Les obsèques sont organisées 2 mois plus tard, après les analyses médico-légales. Une cérémonie sobre, à laquelle assistent plusieurs centaines de personnes. Des anciens collègues, des amis, des inconnus touchés par l'affaire. Maillot est présent. Il observe. Il écoute. Il sait que quelque part, dans cette foule, se trouve peut-être la personne qui sait. La personne qui a vu. La personne qui a ordonné. Les résultats de l'autopsie sont communiqués en septembre 2009. Les 2 corps présentent des fractures crâniennes compatibles avec des coups portés à l'aide d'un objet contondant. La mort remonte à 18 ans, ce qui correspond à la date de disparition. Aucune trace de balle, aucune trace de strangulation. Juste des coups violents, répétés, méthodiques. Le médecin légiste conclut à un double homicide volontaire. Les corps ont été enterrés rapidement après la mort, probablement dans les heures suivant le décès. L'endroit choisi, la carrière de Marguerite, suggère une préméditation. Quelqu'un connaissait ce lieu. Quelqu'un savait qu'il était isolé, abandonné, oublié. Maillot dresse une liste de personnes ayant pu avoir connaissance de cette carrière. Plusieurs noms reviennent, dont celui de Georges Marveau. Marveau est à nouveau convoqué. Cette fois, l'atmosphère est différente. Le juge d'instruction, Isabelle Dumas, mène l'interrogatoire. Elle pose des questions précises, méthodiques. Marveau maintient ses déclarations. Il nie tout. Il affirme ne jamais être allé à la carrière de Marguerite. Il dit ne rien savoir sur la mort des Delmas. Ses avocats demandent des preuves matérielles. Le juge n'en a toujours pas, juste des indices convergents.
Marvaud repart, mais cette fois, le juge décide de le placer sous contrôle judiciaire. Interdiction de quitter le département, obligation de pointer au commissariat chaque semaine. Marvaud proteste. Ses avocats crient au scandale. Mais le juge tient bon. Trop d'éléments le désignent, trop de coïncidences, trop de silence. Maillot poursuit ses recherches. Il tente de reconstituer la soirée du 14 juin 1991. 20h30, départ de l'appartement des Delmas. Mais où sont-ils allés exactement? Maillot reprend le témoignage de Raymond Pujol, le ferrailleur. Si la voiture a été amenée le 15 juin, cela signifie qu'elle a été cachée quelque part entre le soir du 14 et le lendemain. Maillot cherche des garages, des entrepôts proches de la carrière de Marguerite. Il identifie un hangar agricole appartenant à une société de location. Maillot consulte les archives de la société. En juin 1991, ce hangar était loué par une entreprise de transport. Le nom de l'entreprise, Transgarde. Maillot vérifie. Transgarde a fait faillite en 1995. Mais en 1991, elle était sous-traitante pour plusieurs chantiers municipaux, dont le projet Résidence des Oliviers. Maillot retrouve l'ancien gérant de Transgarde, Michel Olivier, aujourd'hui âgé de 65 ans. Olivier accepte de parler. Il se souvient très bien de 1991. Transgard avait des difficultés financières. Puis, en juin, un contrat miraculeux était tombé. Un transport spécial de nuit payé cash. Olivier ne se souvenait plus des détails, mais il se rappelait d'une chose. L'ordre venait d'en haut, d'un élu municipal. Olivier hésite, puis il lâche le nom. Marvaud. Maillot demande des preuves. Olivier n'en a pas, juste sa mémoire. Mais Maillot sait maintenant qu'il tient quelque chose. Il retourne voir le juge Dumas. Il lui expose ses découvertes. Le juge décide de convoquer Michel Olivier pour un témoignage officiel. Olivier confirme tout. Il ajoute un détail. Le soir du transport, il n'était pas présent. Mais son chauffeur, un certain Robert Martins, lui avait dit le lendemain qu'il avait transporté une voiture. Une Renault 21 grise. Destination: la carrière de Marguerite. Robert Martins est décédé en 2003. Impossible de l'interroger. Mais son fils Vincent Martins se souvient que son père avait été très perturbé à cette époque. Il buvait plus que d'habitude. Il faisait des cauchemars. Il répétait qu'il avait fait quelque chose de terrible. Vincent n'avait jamais su quoi, mais maintenant il comprend. Maillot enregistre le témoignage. Il sait que ce n'est toujours pas suffisant pour inculper Marvaud. Mais il sait aussi qu'il se rapproche. Chaque pièce du puzzle se met en place. Chaque témoignage confirme le précédent. Chaque silence se brise. Maillot sent qu'il touche au but. Il ne reste plus qu'une question. Qui a donné l'ordre? Qui a décidé que Éric et Sandrine Delmas devaient mourir? En octobre 2009, un nouvel élément surgit. Une ancienne secrétaire de la mairie, Agnès Roubaud, contacte spontanément le juge Dumas. Elle dit avoir quelque chose à révéler. Quelque chose qu'elle garde depuis 18 ans. Elle se présente au tribunal accompagnée de son mari. Elle est nerveuse, elle hésite, puis elle parle. En juin 1991, elle travaillait au secrétariat du cabinet de l'adjoint au maire, Georges Marvaud. Le 14 juin au soir, vers 19h, elle était encore au bureau en train de terminer un dossier. Elle avait entendu des éclats de voix dans le bureau de Marvaud, 2 voix d'hommes. Elle n'avait pas reconnu la deuxième voix, mais elle avait entendu des mots. Delmas, dossier, réglez ça ce soir. Elle avait eu peur, elle était partie discrètement. Le lendemain, elle avait appris la disparition du couple. Elle avait fait le lien, mais elle n'avait rien dit. Par peur de perdre son travail. Par peur de représailles. Aujourd'hui, elle ne peut plus se taire. Le témoignage d'Agnès Roubaud change tout. Pour la première fois, un lien direct est établi entre Marvaud et les Delmas le soir même de la disparition. Le juge Dumas convoque immédiatement Marvaud. Cette fois, il ne peut plus nier. Il est confronté au témoignage de Roubaud. Il blêmit. Ses avocats demandent une suspension de séance. Marvaud consulte longuement avec eux. Puis il revient. Il change de stratégie. Il reconnaît avoir rencontré Éric Delmas le soir du 14 juin. Mais il affirme que c'était une réunion de routine. Éric avait des questions sur un dossier. Marvaud lui avait répondu. Puis Éric était reparti, vivant. Marvaud jure n'avoir rien à voir avec sa mort. Le juge ne le croit pas. Elle le place en garde à vue. 48 heures pour faire craquer Marvaud.
pour qu'il avoue, ou pour trouver la preuve manquante. Pendant que Marvaud est en garde à vue, Maillot fouille une dernière fois dans les archives. Il cherche quelque chose qui prouverait la culpabilité de Marvaud. Il repasse tous les documents, tous les témoignages, tous les indices. Et soudain, il trouve une note manuscrite datée du 15 juin 1991, signée par Alain Rochefort, directeur adjoint des services administratifs. La note est adressée à Georges Marvaud. Elle dit simplement « Problème réglé, dossier sécurisé, aucune suite à craindre ». Maillot photocopie la note. Il la porte immédiatement au juge. C'est la preuve que Marvaud savait, la preuve qu'il a couvert l'affaire, la preuve qu'il est impliqué. Le juge décide de confronter Marvaud à cette note. Marvaud la lit. Son visage se décompose. Ses avocats comprennent que la partie est perdue. Marvaud demande à parler, seul, sans avocat. Il veut négocier. Marvaud passe aux aveux partiels. Il reconnaît avoir organisé la disparition des documents compromettants. Il reconnaît avoir fait pression sur Éric Delmas pour qu'il se taise. Il reconnaît avoir demandé à des intermédiaires de se débarrasser de la voiture. Mais il nie farouchement avoir ordonné le meurtre. Il affirme que les choses ont dégénéré, que ce n'était pas prévu, que c'est allé trop loin. Il accuse d'autres personnes qu'il ne nomme pas. Il dit avoir peur. Peur de représailles. Peur de finir comme les Delmas. Le juge ne négocie pas. Elle inculpe Marvaud pour complicité d'homicide volontaire, destruction de preuves et corruption. Marvaud est placé en détention provisoire. L'annonce fait la une de tous les journaux. L'affaire Delmas vient de basculer. Après 18 ans, un coupable est enfin désigné. Mais l'enquête n'est pas terminée, car Marvaud n'a pas agi seul. Et les véritables commanditaires restent dans l'ombre. Le procès de Georges Marvaud s'ouvre en mars 2011, 2 ans après la réouverture de l'enquête. La salle d'audience est bondée. Famille, journalistes, curieux, tous veulent entendre la vérité. Marvaud apparaît amaigri, vieilli, brisé. Ses avocats plaident la manipulation, la pression, les circonstances atténuantes. Mais le procureur est implacable. Il retrace minute par minute la chronologie des faits. Il présente les témoignages, les documents, les preuves matérielles. Il montre comment Marvaud a orchestré la disparition des Delmas pour protéger un scandale financier impliquant des millions de francs. Il démontre que Marvaud a fait appel à des intermédiaires, des hommes de main, pour éliminer physiquement le couple. Il exige la réclusion criminelle à perpétuité. Les familles Delmas pleurent en silence. Pendant le procès, plusieurs témoins sont appelés à la barre. Alain Rochefort, l'ancien directeur adjoint, refuse de répondre aux questions. Il se réfugie derrière son droit au silence. Le juge le met en garde, mais Rochefort ne cède pas. Il sait qu'il risque d'être inculpé à son tour. Michel Olivier, l'ancien gérant de Transgarde, confirme son témoignage initial. Il dit avoir reçu des instructions directes de Marvaud pour le transport de la voiture. Agnès Roubaud, la secrétaire, raconte à nouveau ce qu'elle a entendu le soir du 14 juin. Sa voix tremble, mais elle ne faiblit pas. Raymond Pujol, le ferrailleur, décrit comment il a compacté la Renault 21. Il reconnaît avoir agi par appât du gain, mais il affirme avoir été manipulé. Chaque témoignage enfonce un peu plus Marvaud. La défense tente de contrer. Elle attaque la crédibilité des témoins. Elle souligne les délais, les incohérences, les trous de mémoire. Elle rappelle que 18 ans se sont écoulés, que les souvenirs sont flous, que les preuves sont indirectes. Elle met en avant l'âge de Marvaud, sa santé fragile, ses états de service passés. Elle plaide pour une peine réduite. Mais le jury ne se laisse pas convaincre. Les preuves sont trop nombreuses. Les témoignages trop concordants. Les silences trop suspects. Marvaud est coupable. Tout le monde le sait, même lui. Mais la question qui hante encore le procès, c'est celle des commanditaires. Qui a donné l'ordre? Qui a décidé que les Delmas devaient mourir? Marvaud refuse de répondre. Il maintient qu'il a agi seul. Personne ne le croit. Le commandant Maillot est appelé à témoigner. Il résume les 2 années d'enquête. Il explique comment il a remonté la piste, comment il a retrouvé les corps, comment il a identifié les responsables. Il rend hommage à Antoine Rouvier, l'archiviste qui a tout déclenché. Il rend hommage aux familles qui ont attendu 18 ans. Il termine en disant qu'il espère que ce procès apportera enfin la paix, mais il ajoute une phrase qui glace l'assistance. Cette affaire n'est pas terminée. Il reste des zones d'ombre. Il reste des noms qui n'ont pas été prononcés.
Il reste des gens qui dorment tranquillement alors qu'ils devraient être ici. Le juge lui demande de préciser. Mayo secoue la tête. Je n'ai pas de preuves, juste des certitudes. Le juge n'insiste pas, mais le message est passé. Après 3 semaines de procès, le jury se retire pour délibérer. 8 heures de délibération. Le verdict tombe. Georges Marveau est reconnu coupable de complicité d'homicide volontaire, destruction de preuves, corruption et abus de biens sociaux. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Pas de perpétuité, mais une peine lourde, symbolique. Marveau ne réagit pas. Il reste immobile, le regard vide. Ses avocats annoncent qu'ils feront appel. Les familles Delmas sortent du tribunal. Elles ne crient pas victoire, elles disent simplement « C'est un soulagement, mais ce n'est pas fini. Tant que les autres ne seront pas jugés, ce ne sera jamais fini. » L'appel est rejeté en 2012. Marveau entre en prison. Il a 79 ans, il sait qu'il y mourra. Les médias suivent l'affaire pendant quelques mois, puis l'intérêt retombe. Nîmes retrouve son calme apparent. Mais sous la surface, quelque chose a changé. Les habitants savent maintenant qu'un couple innocent a été assassiné pour avoir découvert la vérité. Ils savent que des élus ont couvert un scandale. Ils savent que la justice est passée, mais qu'elle est passée tard. Trop tard. Éric et Sandrine Delmas ne reviendront pas. Leurs parents vieillissent, rongés par le chagrin. Leur histoire devient une légende urbaine, un cas d'école, un symbole. Le couple fantôme de Nîmes. Ceux qui ont disparu parce qu'ils savaient. Mayo prend sa retraite en 2013. Il a 63 ans. Il a consacré les 4 dernières années de sa carrière à cette affaire. Il a réussi à faire condamner Marveau, mais il sait qu'il n'a pas tout élucidé. Il garde ses dossiers. Il continue à enquêter officieusement. Il contacte d'anciens collègues, d'anciens témoins. Il cherche les noms qui manquent. Il cherche les vrais commanditaires. Mais les portes se ferment. Les gens ont peur. Certains sont morts. D'autres ont oublié. D'autres refusent de parler. Mayo comprend qu'il ne trouvera jamais. Pas tout seul, pas sans moyens. Mais il ne renonce pas. Il écrit un livre. Un livre qui retrace toute l'enquête. Un livre qui pose les bonnes questions. Un livre qui nomme ceux qu'il soupçonne, sans les accuser formellement. Le livre sort en 2014. Il devient un best-seller local. Certains le lisent comme un polar. D'autres y voient un acte d'accusation. Antoine Rouvier, l'archiviste, continue son travail. Il a été félicité par la municipalité pour sa découverte. Mais il sait que certains lui en veulent. Des rumeurs circulent. On dit qu'il a fouillé là où il ne fallait pas. On dit qu'il a mis en danger des gens influents. Rouvier ne répond pas. Il fait son travail. Il numérise les archives. Il classe, il range, il préserve. Mais parfois, il tombe sur un document qui le fait frissonner. Un nom, une date, une note griffonnée. Il se demande combien d'autres dossiers dorment encore dans les réserves poussiéreuses de la mairie. Combien d'autres secrets, combien d'autres vérités enfouies. Il ne cherche pas, il ne veut pas savoir. Mais il sait qu'ils sont là, quelque part, attendant qu'une main curieuse les découvre. Les années passent. L'affaire Delmas s'éloigne dans le temps. De nouveaux scandales éclatent, de nouvelles affaires occupent les médias. Nîmes continue à vivre. Mais chaque année, le 14 juin, une petite cérémonie est organisée au cimetière où reposent Éric et Sandrine. Quelques personnes viennent. Les parents, tant qu'ils en ont la force. Les amis, ceux qui restent. Mayo, fidèle. Rouvier, discret. Ils déposent des fleurs. Ils restent quelques minutes en silence. Puis ils repartent. La vie continue. Mais le souvenir demeure. Et la question aussi. Qui a vraiment donné l'ordre? Qui a vraiment décidé de leur mort? Cette question, personne ne peut y répondre. Pas officiellement. Mais tout le monde à Nîmes a son idée. Tout le monde sait, ou croit savoir. Et ce savoir, ce doute, ce soupçon, pèse sur la ville comme une ombre qui ne disparaîtra jamais. En 2016, 5 ans après le procès, un événement inattendu relance l'affaire. Georges Marveau, incarcéré à la prison de Nîmes, tombe gravement malade. Un cancer du pancréas. Les médecins lui donnent quelques mois à vivre. Marveau sait qu'il va mourir. Et pour la première fois depuis son arrestation, il demande à parler. Pas à ses avocats, pas à sa famille, au commandant Mayo. Mayo, retraité depuis 3 ans, est surpris. Il hésite. Puis il accepte. Il se rend à la prison.
Il entre dans la cellule de Marvaud. L'homme qu'il voit n'a plus rien à voir avec l'élu arrogant de 2009. C'est un vieillard décharné, le teint gris, le souffle court. Marvaud lui fait signe de s'asseoir. Puis, il parle. Marvaud raconte tout. Il confirme qu'il a organisé la disparition des Delmas. Il confirme qu'il a fait appel à des intermédiaires pour éliminer le couple. Il confirme qu'il a couvert le scandale du projet Résidence des Oliviers. Mais surtout, il révèle ce qu'il n'avait jamais dit au procès. Les noms. Les vrais commanditaires. 3 hommes. 2 élus municipaux de l'époque, aujourd'hui retraités. Et un promoteur immobilier, toujours en activité. Marvaud donne leur nom à Maillot. Il explique comment ils ont monté l'opération, comment ils ont détourné les fonds publics, comment ils ont découvert que Éric Delmas posait des questions, comment ils ont décidé qu'il fallait le faire taire. Marvaud pleure en parlant. Il dit qu'il regrette, qu'il n'a pas dormi une seule nuit tranquille depuis 18 ans, qu'il sait qu'il ira en enfer. Maillot écoute sans l'interrompre, puis il pose la question qui le hante depuis le début. « Pourquoi vous parlez maintenant ?» Marvaud sourit faiblement. « Parce que je vais mourir, parce que je n'ai plus rien à perdre, parce que je veux que la vérité éclate, parce que les autres, eux, dorment tranquillement. Ils ont tout, l'argent, la réputation, la famille. Moi, j'ai tout perdu. Je veux qu'ils perdent aussi. » Maillot hoche la tête. Il comprend. Ce n'est pas du repentir, c'est de la vengeance. Mais peu importe. La vérité est la vérité. Maillot enregistre tout. Il prend des notes. Il demande des précisions. Marvaud répond à tout. Puis épuisé, il demande à Maillot de partir. Maillot se lève, il dit « Je vais transmettre tout ça à la justice. » Marvaud acquiesce, puis il ajoute « Vous savez, commandant, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais c'est trop tard, beaucoup trop tard. » Maillot sort de la prison avec un sentiment étrange. Il tient enfin les noms. Il tient enfin la vérité complète. Mais il sait aussi que cette vérité va être difficile à faire éclater. Les 3 hommes nommés par Marvaud sont puissants. Ils ont des avocats, des appuis, des relations. Ils nieront, ils contre-attaqueront. Ils feront tout pour étouffer l'affaire. Maillot contacte le procureur de la République. Il lui transmet l'enregistrement. Le procureur écoute. Puis il secoue la tête. C'est insuffisant. Les aveux d'un mourant condamné sans preuve matérielle ne suffiront pas. Il faut plus. Il faut des documents, des témoignages corroborants, des traces financières. Maillot le sait. Mais il sait aussi qu'il n'a plus les moyens d'enquêter. Il n'est plus policier, il est retraité. Alors il fait ce qu'il peut. Il contacte Julien Ferrand, le journaliste du Midi Libre. Il lui donne les noms. Ferrand publie un article. Les 3 hommes sont désignés, nommés, accusés. La réaction est immédiate. Les 3 hommes portent plainte en diffamation contre le journal. Ils exigent un démenti. Ils menacent de poursuite. Le Midi Libre tient bon. Ferrand défend son article. Il cite Marvaud comme source. Il rappelle les éléments de l'enquête. Mais les avocats des 3 hommes sont redoutables. Ils attaquent la crédibilité de Marvaud. Ils rappellent qu'il est condamné, qu'il est mourant, qu'il cherche à se venger. Ils exigent des preuves. Le journal n'en a pas. L'affaire se retrouve au tribunal. Un procès en diffamation. Maillot est appelé à témoigner. Il répète ce que Marvaud lui a dit. Mais sous les questions des avocats, il doit reconnaître qu'il n'a aucune preuve matérielle. Juste les aveux d'un homme en fin de vie. Le jugement tombe en 2017. Le journal est condamné à verser des dommages et intérêts. Les 3 hommes sont blanchis. L'article est retiré du site internet. La vérité de Marvaud est enterrée une nouvelle fois. Marvaud meurt en août 2017, à l'âge de 85 ans. Il emporte ses secrets avec lui. Ou presque. Car avant de mourir, il a rédigé une lettre. Une longue lettre manuscrite adressée aux familles Delmas. Dans cette lettre, il répète ses aveux. Il donne les noms. Il explique les circonstances. Il demande pardon. Mais il ajoute quelque chose de plus. Il révèle l'existence d'un coffre-fort caché dans sa maison. Un coffre-fort contenant des documents qu'il a gardés pendant toutes ces années. Des preuves, des contrats, des relevés bancaires, des lettres compromettantes. Il donne le code. Il demande que ces documents soient transmis à la justice. La lettre parvient aux familles quelques jours après sa mort. Elles contactent immédiatement Maillot.
Maillot contacte le procureur. Une perquisition est ordonnée. La maison de Marvaud est fouillée. Le coffre-fort est ouvert. Et là, tout est confirmé. Les documents révèlent tout. Les noms, les montants, les dates, les mécanismes, le détournement de fonds, les pressions exercées, les ordres donnés. Les 3 hommes nommés par Marvaud sont formellement impliqués. Leurs signatures figurent sur plusieurs documents. Leurs noms apparaissent dans des correspondances internes. Leurs comptes bancaires ont reçu des virements suspects à l'époque des faits. Tout est là, noir sur blanc, indéniable. Le procureur n'a plus le choix. Il ouvre une nouvelle enquête. Les 3 hommes sont convoqués. Ils sont mis en examen pour complicité d'homicide volontaire, corruption, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. L'affaire Delmas rebondit. 26 ans après les faits, la vérité complète éclate enfin. Les médias s'emparent de l'affaire. Les titres font la une nationale. Nîmes, le scandale qui ne finit pas. 3 notables mis en examen. Une ville sous le choc. Le procès des 3 hommes s'ouvre en 2019. La salle d'audience est encore plus bondée qu'en 2011. Les familles Delmas sont présentes, vieillies, fatiguées, mais déterminées. Maillot est là aussi, dans le public. Il observe, il écoute. Il voit enfin ce pourquoi il s'est battu pendant 10 ans. La justice. La vraie justice. Les 3 accusés nient. Ils affirment que les documents sont des faux. Ils accusent de Marvaud de les avoir piégés. Ils clament leur innocence. Mais les preuves sont là. Les experts graphologues confirment l'authenticité des signatures. Les experts comptables confirment les détournements. Les témoins confirment les pressions. Tout converge. Le jury délibère pendant 2 jours. Le verdict tombe. Les 3 hommes sont reconnus coupables. 2 sont condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Le 3e, le plus âgé, est condamné à 10 ans compte tenu de son état de santé. Les familles Delmas pleurent. Cette fois, ce sont des larmes de soulagement. Après le procès, les familles organisent une dernière cérémonie au cimetière de Nîmes. Elles déposent des fleurs sur les tombes d'Éric et de Sandrine. Elles disent quelques mots. Elles remercient Maillot, Rouvier, Ferrand, tous ceux qui ont lutté pour la vérité. Elles disent que maintenant elles peuvent enfin tourner la page. Elles savent qui a tué leurs enfants. Elles savent pourquoi. Elles savent comment. Il n'y a plus de mystère, plus de doute, plus de questions. Juste une immense tristesse et une certitude. Éric et Sandrine sont morts parce qu'ils avaient vu ce qu'il ne fallait pas voir, parce qu'ils avaient posé les bonnes questions, parce qu'ils avaient cru en la justice, et cette croyance leur a coûté la vie. Mais 28 ans plus tard, cette justice est passée, tardive, imparfaite mais réelle, et c'est tout ce qui reste. Maillot rentre chez lui ce soir-là avec un sentiment de paix. Il a terminé ce qu'il avait commencé, il a tenu sa promesse. Il a retrouvé les coupables, il a fait condamner les responsables, il peut enfin fermer le dossier. Il range ses notes, ses photocopies, ses enregistrements. Il classe tout dans des cartons qu'il dépose dans son grenier. Peut-être qu'un jour, quelqu'un les retrouvera. Peut-être qu'un jour, quelqu'un écrira l'histoire complète. Mais pour l'instant, c'est fini. Maillot éteint la lumière. Il regarde une dernière fois la photo d'Éric et Sandrine Delmas accrochée au mur de son bureau. Il murmure « Reposez en paix ». Puis, il sort. La nuit est tombée sur Nîmes. Les rues sont silencieuses. Quelque part, dans cette ville, des secrets dorment encore. Mais ce soir, au moins, 2 fantômes peuvent enfin se reposer. Aujourd'hui, en 2025, l'affaire Delmas est close. Les coupables ont été jugés. Les corps reposent au cimetière de Nîmes. Les familles ont obtenu la vérité qu'elles attendaient depuis 34 ans. Mais Nîmes n'a pas oublié. Le couple fantôme fait désormais partie de la mémoire collective. Leur histoire est enseignée dans les écoles de journalisme comme un exemple de persévérance. Elle est citée dans les formations de police comme un cas d'école de cold case résolu. Elle est racontée dans les cafés, dans les livres, dans les documentaires. Éric et Sandrine Delmas sont devenus des symboles, les symboles de ceux qui ont osé dire la vérité. Les symboles de ceux qui ont payé le prix ultime pour avoir cru en la justice. Les symboles de ceux qui ne reviendront jamais. Le commandant Jean-Pierre Maillot est décédé en 2022, à l'âge de 72 ans. Il a consacré les 12 dernières années de sa vie à cette affaire. Il n'a jamais cessé de chercher, de questionner, de fouiller. Il a écrit 3 livres sur le sujet.
Il a donné des conférences. Il a formé de jeunes enquêteurs. Il a transmis son obsession de la vérité. Ses obsèques ont rassemblé plusieurs centaines de personnes. Les familles Delmas étaient présentes. Elles ont dit qu'il était leur héros, qu'il avait rendu possible l'impossible, qu'il leur avait offert ce que personne d'autre n'avait pu leur donner, la paix. Maillot repose aujourd'hui au cimetière de Nîmes, à quelques mètres seulement des tombes d'Éric et de Sandrine, comme s'il veillait encore sur eux. Antoine Rouvier continue de travailler aux archives municipales. Il a été promu conservateur en chef. Il supervise désormais la numérisation complète des dossiers administratifs de la ville. Il a mis en place des protocoles stricts pour éviter que d'autres documents ne disparaissent. Il a créé une base de données accessible au public. Il veut que la transparence devienne la règle, pas l'exception. Parfois, des journalistes viennent le voir. Ils lui demandent s'il a trouvé d'autres secrets. Rouvier sourit. Il répond toujours la même chose. Les archives parlent pour ceux qui savent les écouter. Mais certains secrets méritent de rester enfouis. D'autres doivent éclater au grand jour. C'est à chaque génération de décider. Lui, il fait juste son travail. Il préserve la mémoire. Il classe, il range, il protège. Mais il sait que quelque part, dans les sous-sols poussiéreux de la mairie, d'autres dossiers attendent. D'autres vérités dorment. Et un jour, quelqu'un les découvrira.